Donc, comment vont les ados au centre du Québec? C'est un petit peu l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. On débute. Avant de débuter la présentation des résultats, je tenais un peu à vous présenter les objectifs de l'enquête pour que vous compreniez un petit peu ce que je viens vous présenter par la suite. Donc, l'enquête permet de dresser un portrait de l'état de santé physique et mental, des habitudes de vie ainsi que l'adaptation sociale des élèves du secondaire. Pour l'édition 2022-2023, on a aussi évalué la perception des jeunes quant à la pandémie de COVID-19, données que je ne présenterai pas aujourd'hui, étant donné qu'on a 1 heure de présentation, puis ça va aller assez vite. L'enquête permet aussi de produire des estimations à la portée provinciale, régionale et locale. Donc, vous allez voir là, dans la présentation, je vais vous présenter les données de la Mauricie-Centre du Québec et aussi les données là, régionales par réseau local de services. Ces données-là sont aussi disponibles par centre de services scolaires. Finalement, la dernière objectif, c'est de suivre l'évolution dans le temps de l'état de santé des jeunes. Donc, c'est une enquête qui revient à tous les 6 ans. Il y a eu une première édition en 2010-2011, une deuxième édition en 2016-2017 et finalement, l'édition que je vous présente, la 2022-2023. Donc, tout au long de la présentation, il y aura comparaison avec les données 2016-2017 pour voir s'il y a eu une évolution dans le temps. En bref, la méthodologie, on a sondé les élèves de secondaire 1 à 5 au secondaire qui provenaient d'écoles anglophones, francophones, publiques et privées. Les collectes de données se sont faites entre novembre 2022 et mai 2023. C'était des questionnaires que les élèves répondaient sur des tablettes électroniques qui prenaient une durée d'environ 30 minutes. Et je vous ai mis le nombre de répondants par niveau scolaire, mais au total, en Mauricie-Centre du Québec, c'est 5 374 jeunes qui ont répondu à l'enquête. Je ne passerai pas l'entièreté des thématiques de l'enquête, mais c'est important pour moi de vous les montrer dans la présentation, notamment parce que, justement, je ne ferai pas la présentation de toutes les thématiques. Donc, s'il y a des thématiques qui vous intéressent, vous allez pouvoir vous référer au rapport que j'ai joint à la présentation en dernière diapositive. Pour votre information, quand vous voyez un petit B, ça signifie que c'est une thématique d'enquête qui a été bonifiée dans l'enquête 2022-2023. Et quand vous voyez un N, ça signifie que c'est une nouveauté pour l'édition 2022-2023. Je passe. Pour bien comprendre, en fait, la présentation, je vous explique un petit peu là, comment que j'ai fonctionné. Donc, quand vous voyez un astérix, ça signifie que la donnée elle doit être interprétée avec prudence. Quand vous voyez 2 astérix, ça signifie que l'estimation est imprécise, donc on vous la fournit seulement à titre informatif. Vous allez voir tout au long, là, je vous le vulgarise pendant la présentation. Quand on voit une flèche vers le haut et une flèche vers le bas, c'est une différence là, significative par rapport à l'enquête 2016-2017. Et quand vous voyez un plus et un moins entre parenthèses, ça signifie une distinction par rapport à la province, donc au reste du Québec. Vous allez voir, toute la présentation est faite là, par des graphiques. Donc, vous avez là, la légende. Donc, quand on voit la colonne bleue, c'est tout le temps par rapport à la Mauricie-Centre du Québec. Et quand on voit la colonne turquoise, c'est les données du Québec. Pour ne pas alourdir la présentation, on a fait le choix conscient de ne pas vulgariser toutes les distinctions entre les RLS. Par contre, ils sont mis là, à chacune des diapositives. Donc, je vous invite là, à aller repérer les données là, qui concernent votre territoire. Comme ça va être plus facile, puis la présentation va être un petit peu plus fluide. Donc, on débute la présentation des résultats pour la catégorie santé physique et habitudes de vie. Donc, on est allé sonder les jeunes du secondaire selon leur perception de leur santé, donc à la fois mentale et physique. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a une diminution des jeunes qui se considèrent en excellente ou très bonne santé. On était situé à 73 en 2016-2017 et là, on se situe à 67 Une donnée, par contre, qui est supérieure là, au restant du Québec, qui se situe à 62 En ce qui concerne les jeunes qui sont dans la catégorie bonne santé, on est en augmentation depuis la dernière enquête. On était situé à 23 en 2016-2017 et maintenant, on est situé à 26 une donnée qui est inférieure, en fait, à la donnée provinciale. Et finalement, pour les jeunes qui se considèrent dans la catégorie passable ou mauvaise, on est en augmentation depuis la dernière enquête. Donc, on était à 4,3 des jeunes qui se situaient dans cette catégorie-là. On se retrouve à un 7 là, pour l'enquête 2016-2017.
Et on a une distinction par genre. Donc, ce qu'on observe, c'est quand que pour les jeunes qui se considèrent en passable ou mauvaise santé, c'est plus présent chez nos jeunes filles que nos jeunes garçons. J'ai oublié de spécifier tout au long des indicateurs qu'on vous présente, on a mis la page du rapport régional, en fait, que vous pouvez aller vous référer si vous avez besoin de plus d'explications que ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu ce que vous voyez en bas de diapositive. Je poursuis avec un autre indicateur. On est allé sonder les jeunes au niveau de leur évaluation de leur apparence corporelle. Donc, on demandait aux jeunes de s'associer à une des 7 silhouettes présentées ci-dessous. Donc, les jeunes, en fait, qui s'identifiaient à la silhouette numéro 1 et 2, on les catégorisait dans poids insuffisant. Les jeunes qui s'identifiaient aux silhouettes 3 et 4, on les catégorisait en poids normal et les jeunes qui s'identifiaient aux silhouettes 6 et 7, on les a catégorisés dans la catégorie excès de poids. Donc, ce qu'on retrouve, on retrouve dans la colonne là, du milieu 82 de nos jeunes là, qui se situent dans les silhouettes normales pour un poids normal. Une donnée qui est comparable au Québec. À gauche, ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation, en fait, des jeunes qui sont dans la catégorie poids insuffisant. Donc, on était situé à 12 en 2016-2017. On augmente à 15 une donnée qui est comparable à la province. Et pour la catégorie excès de poids, on n'a pas de variante depuis 2016-2017. Donc, on est situé à 3 là, autant pour la Mauricie-Centre du Québec qu'au Québec. Quand on regarde les différences par genre, on voit là, que les jeunes qui se catégorisent dans le poids insuffisant, c'est plus présent chez nos jeunes filles avec un 17 versus un 13 chez nos jeunes garçons. Et à l'inverse, on voit que nos jeunes garçons s'identifient plus là, en excès de poids, donc un 4,2 à interpréter avec vigilance chez nos jeunes garçons et un 1,9 chez nos jeunes filles aussi à interpréter avec vigilance. Ensuite, on a demandé aux jeunes leur satisfaction face à leur apparence corporelle. Donc, ce qu'on retrouve, c'est qu'on a 42 qui se disent satisfaits de leur silhouette. Une donnée qui est comparable au Québec. On a un 37 de nos jeunes qui désirent une silhouette plus petite. Encore une fois, une donnée qui est comparable au Québec. Et on a un 21 des jeunes qui désirent avoir une silhouette plus grosse. On a une augmentation depuis la dernière enquête parce qu'on était à 17 en 2016-2017 et là, on se situe à 21 malgré que notre 21 encore une fois, c'est une donnée qui est comparable au Québec. Quand on regarde les distinctions de genre, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui désirent avoir une silhouette plus petite, c'est plus présent chez nos jeunes filles, donc un 49 chez nos jeunes filles versus un 26 chez nos jeunes garçons. Et on observe le phénomène inverse, donc on a 31 de nos jeunes garçons qui voudraient avoir une silhouette plus grosse, alors qu'on a 9 de nos jeunes filles qui souhaitent avoir une silhouette plus grosse. Somme toute, ça reste un indicateur qui est quand même préoccupant parce qu'on observe que c'est plus de la moitié de nos jeunes là, qui sont insatisfaits de leur apparence corporelle. Je nous amène maintenant dans la répartition des élèves selon le niveau d'activité physique, de loisirs et durant l'année scolaire, pardon. Donc, pour catégoriser les jeunes dans les catégories actifs, moyennement actifs, un peu actifs, très peu actifs et inactifs, en fait, il y avait 5 questions qui leur étaient posées, notamment par rapport à la fréquence de leurs activités, à la durée de leur activité et le niveau d'effort qui était déployé durant les activités qu'ils faisaient. Donc, ce qu'on observe dans les résultats de cet indicateur-là, c'est qu'on a 20 de nos jeunes qui sont dans la catégorie active, une donnée qui est comparable à celle de la province. Quand on regarde les distinctions de genre pour nos jeunes actifs, ce qu'on voit, c'est que c'est plus présent chez nos jeunes garçons que chez nos jeunes filles. Ensuite, pour les jeunes qui ont été catégorisés dans le moyennement actif, on observe que c'est environ 24 de nos jeunes versus un 22 pour le Québec, des données qui sont comparables par contre. Au niveau de nos jeunes qui sont dans la catégorie un peu actif, on est situé là, à 3 autant pour la Mauricie, Centre du Québec que pour le Québec. Au niveau des jeunes qui sont très peu actifs, on observe une diminution depuis la dernière enquête. Donc, on était à 20 en 2016-2017. On est rendu à 18 une donnée qui est comparable, encore une fois, au Québec.
Et on augmente, en fait, on a une augmentation de nos jeunes qui sont dans la catégorie inactive. Donc, on était situé à 31 on est rendu à 36 de jeunes inactifs en Mauricie-Centre-du-Québec, une donnée qui est comparable aussi à la province. Encore une fois, c'est un indicateur qui demeure préoccupant, notamment parce que l'activité physique, c'est un énorme facteur de protection pour toutes les difficultés psychosociales de nos jeunes. Donc, on a encore de l'énergie à mettre pour promouvoir, en fait, l'activité physique chez nos jeunes. Je nous amène à l'indicateur sur le temps passé devant les écrans. Vous allez voir, il n'y a aucune flèche qui augmente sur cet indicateur, non pas parce que ça n'a pas progressé depuis la dernière enquête, mais bien parce que c'est un nouvel indicateur depuis l'enquête, depuis l'édition 2022-2023, donc on n'a pas de comparaison à vous offrir. Dans le fond, ce qu'on observe au niveau de l'usage des écrans, pour les jeunes qui se sont catégorisés à aucun temps d'écran durant la semaine, on est situé à un 6 une donnée comparable à la province. Pour les jeunes qui se catégorisent à moins de 2 heures par semaine, on est situé à 37 en Mauricie-Centre du Québec. Pour les jeunes qui sont dans la catégorie entre 2 heures et moins de 4 heures, on est situé à 33 en Mauricie-Centre du Québec versus un 33 au Québec, une donnée qui est comparable. Et pour les jeunes qui sont situés, qui ont passé 4 heures et plus devant les écrans dans une journée de semaine, on est situé à 24 donnée qui est sous la donnée provinciale à 27 donc on est quand même content de ce résultat-là. Malgré tout, c'est une belle démarcation, là, étant donné que le temps devant les écrans a plusieurs répercussions. Quand on regarde au niveau du temps passé devant les écrans, durant la fin de semaine, encore une fois, on est comparable au Québec pour le pourcentage de jeunes qui passent aucun temps devant les écrans. On est situé dans les deux cas à 4 Pour les jeunes qui passent moins de 2 heures devant les écrans, on est à 21 pour la Mauricie-Centre du Québec versus un 19 pour le restant du Québec, une donnée qui est supérieure, qui se distingue là, significativement du Québec. Pour les jeunes qui sont entre 2 heures et à moins de 4 heures, on est situé à 29 données comparables au Québec. Et pour le 4 heures et plus, on est situé à 46 une donnée qui est inférieure à la province située à 49 Donc, ça reste un indicateur qui est très préoccupant parce que nos jeunes passent beaucoup de temps devant les écrans. Il ne faut pas oublier non plus les conséquences au niveau du sommeil, au niveau des apprentissages, au niveau des habitudes de vie qui sont fortement documentées. Mais ça demeure que pour le 4 heures et plus, on est quand même, on se distingue favorablement du Québec. Parlant d'impact, je disais que le temps d'écran pouvait avoir de l'impact sur le sommeil. On va regarder nos résultats au niveau du nombre d'heures de sommeil de nos jeunes. Je vais débuter par l'encadrer parce que c'est deux indicateurs différents qu'on vous met dans cette diapositive-là. Donc, la proportion des jeunes qui ont le nombre d'heures recommandées de sommeil pendant la semaine d'école. Donc, les jeunes étaient questionnés à savoir à quelle heure tu t'endors et à quelle heure tu te réveilles. Et avec ça, on a bâti les indicateurs que je vous présente. Pour les nombres d'heures recommandées, dans le fond, ce qu'on vise là, pour les jeunes de 13 ans et moins, on vise un 9 à 11 heures de sommeil par nuit. Pour les jeunes de 14 à 17 ans, on vise un 8 à 10 heures. Donc, c'est pour ça que ces deux indicateurs qui sont séparés parce que les fourchettes qu'on a dans le graphique ne nous permettent pas d'avoir la nuance là, entre versus l'âge du jeune qui a été sondé. Donc, ce qu'on observe en Mauricie, Centre du Québec pour le nombre d'heures recommandées de sommeil, on est situé à 59 Une donnée, par exemple, qui a diminué depuis la dernière enquête, on était situé à 71 en 2016-2017. Ça demeure que pour l'édition 2022-2023, on se démarque là, favorablement du Québec. Donc, on a plus de jeunes qui atteignent le niveau recommandé que le Québec. Je nous amène dans le graphique en haut, en fait, donc au niveau du nombre d'heures. Pour les jeunes là, qui dorment moins de 8 heures en semaine d'école, donc on est en diminution. Donc, on était situé on est en augmentation, pardonnez-moi. On était à 19 en 2016-2017. On est rendu à 30 une donnée qui est inférieure à la province. On était, pour la catégorie 8 à 10 heures, on était situé à 75 Maintenant, on est situé à 65
une donnée qui est supérieure à la province. Et pour les jeunes qui dorment plus de 10 heures, on était comparable là, à la dernière enquête 2016-2017 à 5% approximativement, une donnée qui est supérieure au Québec. En ce qui a trait, en fait, au nombre d'heures que les jeunes dorment la fin de semaine, donc on est en augmentation depuis la dernière enquête pour le moins de 8 heures, donc on était situé à 13% en 2016-2017. On est rendu à 15%, une donnée qui est sous là, la donnée provinciale. On est aussi en augmentation pour les jeunes qui sont dans la catégorie 8 à 10 heures, donc on était situé à 51%. On augmente à 56%, une donnée qui se compare au Québec. Et on est en diminution pour la donnée de plus de 10 heures pour les journées de fin de semaine. Donc, on était situé à 37% et maintenant, on se situe à 27%. Donc, le sommeil a beaucoup changé dans les entre nos deux dernières enquêtes, en 2016, 2017 et 2022, 2023. Il ne faut pas négliger, souvent, c'est une habitude de vie qu'on aborde un petit peu moins avec nos ados, mais à quel point c'est déterminant dans le parcours de nos jeunes. Donc, c'est important là, d'y accorder de l'importance. Je nous amène maintenant au niveau de l'usage des cigarettes électroniques. Donc, ce qu'on observe, c'est une donnée, notre proportion de jeunes qui ont consommé la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours est demeurée stable en Mauricie, centre du Québec. Chose qui se distingue là, de la province parce qu'on a observé là, une augmentation de la consommation dans notre province. Mais on s'entend, on est toujours dans une donnée qui est supérieure à la province. Donc, on est situé à 18% versus un 16% pour le Québec. Quand on regarde la distinction par genre, ce qu'on voit, c'est que c'est plus présent chez nos jeunes filles que chez nos jeunes garçons. Ensuite, on a questionné les jeunes sur leur consommation excessive d'alcool dans une même occasion au cours de la dernière année. Donc, quand on parle de consommation excessive d'alcool, on parle de 5 consommations ou plus au cours d'une même occasion. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution de nos jeunes qui consomment de façon excessive. On était situé à 45% en 2016-2017. On est rendu à 38%. Ça demeure que quand on se compare là, à la province, on a une donnée qui est supérieure là, à la province qui est à 29% pour le Québec. On a une distinction par genre. Donc, on voit que nos jeunes filles consomment de façon excessive, consomment davantage de façon excessive. Donc, c'est un 40% chez nos jeunes filles versus un 36% chez nos jeunes garçons. Maintenant, la consommation de drogue au cours des 12 derniers mois, plutôt que vous faire juste la comparaison 2017-2022, j'ai ajouté en fait la donnée 2010-2011 pour vous démontrer en fait qu'on est dans une diminution constante depuis l'enquête 2010-2011 au niveau de la consommation de drogue. Donc, on était en 2010-2011, on était situé à 26%. Ça a diminué à 24% pour l'enquête 2016-2017 et on continue cette diminution-là à 17% en 2022-2023, donnée qui est comparable au Québec. Donc, c'est pas d'arrêter les efforts au niveau de la prévention de la consommation de substances psychoactives. Au contraire, c'est de dire que tous les efforts qu'on a mis ont porté fruit, puis il faut maintenir en fait l'intensité d'action qu'on fait au niveau de la prévention là, de la consommation de substances psychoactives. Vous voyez qu'il n'y a pas de garçons ou de filles, c'est qu'il n'y avait aucune distinction de genre au niveau de la consommation de substances psychoactives. J'ai oublié de préciser, là, mais dans cette catégorie-là, on incluait autant là, la consommation de cannabis que toute autre drogue. Donc, tout est comptabilisé là, dans cet indicateur. Je poursuis dans une autre catégorie d'indicateurs, donc les comportements sexuels. On est allé demander aux jeunes de 14 ans et plus s'il y avait eu une relation là, sexuelle consensuelle au cours de leur vie. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a 37% de nos jeunes qui ont eu une relation sexuelle consensuelle. Une diminution, par contre, depuis la dernière enquête, on était situé à 41% et maintenant à 37%, ce qui n'est pas négatif. Là, je dis par contre, mais ce n'est pas du tout négatif. Et on observe une distinction de genre. Donc, nos jeunes filles ont eu davantage de relations consensuelles au cours de leur vie. Donc, c'est
40 de nos jeunes filles qui ont répondu oui versus un 35 de nos jeunes garçons. Ensuite, la proportion des élèves qui ont utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle, parmi ceux qui ont eu déjà une relation au cours de leur vie. Donc, ce qu'on observe, en fait, on a 66 de nos jeunes qui ont eu une relation, qui ont utilisé le condom versus un 61 pour le Québec. C'est en augmentation depuis 2016-2017. On était situé à 60 Par contre, si on compare à l'enquête 2010-2011, on était situé à 70 Donc, on voit un peu une coupole. Dans le fond, on a eu une grande diminution entre l'enquête 2010-2011 et l'enquête 2016-2017. On recommence à remonter, donc à améliorer là, le port du condom, mais on n'est pas revenu là, à une donnée qui est équivalente à notre donnée 2010-2011. Quand on regarde la distinction par genre au niveau du port du condom, on voit là, que c'est plus présent chez nos jeunes garçons à 71 versus un 60 chez nos jeunes filles. Je poursuis maintenant avec les violences dans les relations amoureuses. Donc, on allait questionner les jeunes. Est-ce que tu as infligé de la violence à ton partenaire ou est-ce que tu as subi de la violence dans ta relation amoureuse? Donc, ce qu'on observe au niveau des jeunes qui ont déclaré avoir infligé de la violence dans sa relation amoureuse, on observe une diminution depuis la dernière enquête. On était à 25 en 2016-2017. On se situe maintenant à 16 en 2022-2023. Une donnée qui est inférieure à la province située à 19 Donc, on est quand même content, en fait, de la progression de cet indicateur-là. Les violences infligées sont plus présentes là, chez nos élèves de deuxième cycle. Si on regarde la distinction de genre pour les violences, d'avoir infligé des violences dans sa relation amoureuse, on voit que c'est davantage nos jeunes filles qui déclarent avoir infligé de la violence versus nos jeunes garçons, donc 20 de nos jeunes filles versus 11 Quand on regarde la déclaration des jeunes qui ont avoué avoir subi de la violence dans sa relation amoureuse au cours de la dernière année, on n'a pas de différence depuis la dernière enquête, donc on est situé à 33 pour la Mauricie, centre du Québec, versus un 37 pour le Québec. Une donnée, dans le fond, on se distingue là, on est plus bas en fait que la province. Quand on regarde les distinctions par genre, on voit que c'est plus présent, encore une fois, chez nos jeunes filles. Donc, nos jeunes filles sont à 33 versus un 18 chez nos jeunes garçons. J'aime toujours ce graphique-là, notamment parce qu'on voit qu'il y a une distinction entre les jeunes qui déclarent avoir infligé et les jeunes qui déclarent avoir subi. Bon, on ne peut pas faire de cause à effet. Il y a plusieurs, il peut y avoir plusieurs interprétations de cette donnée-là, mais on voit quand même qu'il y a une grande distinction entre les deux. Je nous amène dans un indicateur très préoccupant. Donc, on a questionné les jeunes s'ils avaient eu une relation sexuelle forcée au cours de leur vie. Donc, ce qu'on observe, c'est que c'est 10 de nos jeunes qui ont déclaré avoir eu une relation sexuelle forcée au cours de leur vie. On était situé à 8 en 2016-2017, donc c'est en augmentation. Et où ce que c'est majeur quand on fait la distinction en fait par genre. On voit que c'est beaucoup plus présent chez nos jeunes filles que chez nos jeunes garçons. Donc, c'est 17 de nos jeunes filles qui ont déclaré avoir eu au moins une relation sexuelle forcée au cours de leur vie versus un 3,4 de nos jeunes garçons, donné à interpréter avec vigilance à cause de la petite astérix. Donc, on a encore tous les efforts qu'on met au niveau du consentement, au niveau des relations égalitaires. Il faut maintenir les actions qu'on fait auprès de nos jeunes sur ces thématiques-là parce qu'on voit là, que c'est un indicateur qui est en augmentation et qui est vraiment préoccupant. Je nous amène dans une autre catégorie d'indicateurs, donc santé mentale et troubles mentaux. Avant de présenter en fait les résultats de cette catégorie-là, c'est important pour moi d'un peu qu'on comprenne la même affaire quand je parle de santé mentale. Donc, on l'explique souvent par le double continuum en santé mentale. Donc, vous voyez, en fait, il y a l'axe horizontal qui parle de la présence de maladies mentales, donc d'un trouble mentaux. Mais on a aussi l'axe horizontal auquel on s'intéresse, donc c'est à ça que je fais référence quand je parle de santé mentale. On parle
du niveau de bien-être, en fait, de l'élève. Quand on parle de bien-être, on parle de bien-être émotionnel, mais aussi sur le plan psychologique et au niveau du fonctionnement social. Donc, vous allez aussi entendre santé mentale florissante, excellente santé mentale élevée. En bas, pour les jeunes qui ont une santé mentale qui est plus faible, vous allez aussi entendre parler d'une santé mentale languissante ou une santé mentale minimale. Ce que ça vient dire, en fait, ce double continuum-là, c'est que un jeune qui a un trouble de santé mentale peut très bien fonctionner s'il y a une médication adaptée ou s'il y a des moyens qu'il a mis en place pour compenser, en fait, à son trouble. Et à l'inverse, un jeune qui peut vivre une détresse associée à un événement de vie, par exemple, un adolescent qui vit une rupture amoureuse, n'est pas nécessairement un diagnostic, mais ça se peut qu'à ce moment-là, son bien-être est plus faible. Donc, c'est vraiment en fonction du niveau de bien-être de l'élève qu'on s'intéresse à ce niveau-là, dans cet indicateur-là. Donc, on a questionné les jeunes sur l'estime de soi. En fait, quand on parle d'estime de soi, on parle de la perception du jeune quant à sa propre valeur. Pourquoi qu'on s'intéresse à l'estime de soi de nos élèves? Notamment parce que ça l'aide le jeune à faire face aux différentes transitions auxquelles il vit, hein. L'adolescence est remplie d'adaptations, de changements, notamment au niveau de l'autonomie, au niveau corporel, au niveau de leur développement. Puis l'estime de soi, c'est vraiment un facteur qui contribue en fait à améliorer la santé de nos jeunes, à leur réussite scolaire, puis leur façon pour bien fonctionner en fait. Pour remplir en fait, pour comptabiliser cet indicateur-là, on a posé là, plusieurs questions aux jeunes, puis ils devaient identifier si l'énoncé correspondait à ce qu'ils vivaient. Notamment, on l'a questionné, est-ce que je vaux autant que les autres? Est-ce que je possède un certain nombre de belles qualités? Est-ce que j'ai de la difficulté à m'accepter comme je suis? Donc, le jeune devait là, identifier si ça correspondait à sa situation. Puis après ça, on pouvait les catégoriser entre faibles, moyens ou élevés. Ce qu'on voit au niveau du résultat de cet indicateur-là, on voit une augmentation de nos jeunes qui se situent dans la catégorie faible d'estime de soi. Donc, en 2016-2017, on était à 25 de nos jeunes qui étaient dans la catégorie faible. On se situe maintenant à 33 une donnée qui est sous la valeur provinciale située à 37 On a une distinction de genre pour cette catégorie-là. Donc, on voit que le niveau d'estime de soi faible est beaucoup plus présent chez nos jeunes filles à 44 versus nos jeunes garçons, 24 Au niveau de nos jeunes qui sont qui se situent dans le niveau moyen d'estime de soi, donc on voit une diminution depuis la dernière enquête. On était à 57 en Mauricie, centre du Québec. Maintenant, on se situe à 54 on se distingue là, du Québec qui est situé à 62 Je n'ai pas mis les données là, au niveau de la diapositive. Par contre, c'est une réalité là, qui est plus présente chez nos garçons. Pour la catégorie élevée, on a aussi une diminution depuis la dernière enquête, donc on était situé à 25 Maintenant, on est situé à 13 une valeur qui est supérieure à la province qui est à 12 encore une fois, c'est plus nos jeunes garçons qui se situent dans le niveau élevé à l'échelle d'estime de soi. Donc, on voit vraiment niveau moyen, niveau élevé plus présent chez nos jeunes garçons et niveau faible plus présent chez nos jeunes filles. Ensuite, on a questionné les jeunes sur leur autocontrôle. Quand on parle d'autocontrôle, on fait référence notamment à l'habileté que nos jeunes ont à passer au-delà de leur impulsion, puis d'être capable de s'arrêter, là, même s'ils ont le goût, ils ont le goût de le faire. Là. Donc, pour développer cet indicateur-là, il y avait 4 énoncés qui étaient proposés à nos adolescents. Est-ce que je dis des choses déplacées? Si une chose est amusante, je le fais, même si je sais qu'elle est mauvaise pour moi. Parfois, je peux m'empêcher de faire une chose, même si je sais que c'est pas correct. Et j'agis souvent sans penser à toutes les options possibles. Donc, en fonction des réponses de l'élève, on pouvait les catégoriser en faible, moyen ou élevé. Ce qu'on observe au niveau des résultats de cet indicateur-là, donc nos jeunes qui se catégorisent dans le niveau faible d'autocontrôle, on est sous la valeur provinciale, donc on est à 20 versus un 24 pour le Québec.
Pour nos jeunes qui se situent dans la catégorie moyenne, on est dans des données qui sont comparables à la province avec un 63 %. C'est plus présent chez nos jeunes garçons que chez nos jeunes filles. Et pour le niveau élevé d'autocontrôle, donc on est en augmentation depuis la dernière enquête. On était à 14 pardon, en 2016-2017 et on est rendu à 16 à l'édition 2022-2023. On se distingue là, du Québec qui est situé à 13 donc on est plus élevé que le Québec pour cet indicateur-là. Quand on regarde les distinctions de genre, donc le niveau élevé est plus présent chez nos jeunes filles, c'est 20 de nos jeunes filles versus un 13 de nos jeunes garçons. Vous allez voir là, pour le restant de la présentation des résultats, mais c'est la seule compétence personnelle où ce que les jeunes filles se distinguent favorablement. Sinon, souvent, on retrouve davantage nos jeunes filles dans la catégorie faible. Je nous amène maintenant dans un autre indicateur, la résolution de problèmes. Donc, nos jeunes devaient répondre à 3 énoncés. Quand j'ai besoin d'aide, je trouve quelqu'un pour m'aider. J'essaie de résoudre le problème en parlant ou en écrivant ce que je pense. Et quand j'ai un problème, je prends le temps de réfléchir à différentes solutions avant d'agir. Donc, ce qu'on observe pour ceux qui se catégorisent dans le niveau élevé, on a une diminution depuis la dernière enquête. On avait 26 de nos jeunes en 2016-2017 qui étaient en niveau élevé. Maintenant, on est situé à un 19 Une valeur, par contre, qui est supérieure à la valeur du Québec, qui est située à 17 On n'a aucune distinction entre nos garçons et nos filles pour cet indicateur. Je nous amène maintenant au sentiment, au niveau d'efficacité globale de nos jeunes. Comme toutes les compétences personnelles et sociales, en fait, cet indicateur-là s'est développé avec différents énoncés qui étaient proposés aux jeunes. Notamment, on lui demandait s'il était capable de résoudre ses problèmes, s'il était capable de faire presque tout s'il mettait les efforts nécessaires, s'il était capable de relever des défis qui leur tenaient à cœur. Donc, pour les jeunes qui sont catégorisés dans le niveau faible, en fait, on est en augmentation depuis la dernière enquête. On était en 17 de nos jeunes en 2016-2017. On est rendu à 28 en 2022-2023. On est sous la valeur provinciale qui est située à 33 Quand on regarde la distinction de genre pour le niveau faible, on voit là, que c'est plus présent chez nos jeunes filles. Ça représente 35 de nos jeunes filles versus un 32 de nos adolescents. Au niveau de la catégorie moyenne, on est dans des valeurs qui sont comparables au Québec et dans des valeurs qui sont comparables à l'édition 2016-2017 avec un 48 Et au niveau de la catégorie élevée, on est en diminution depuis l'enquête 2016-2017, donc on était situé à 30 on est rendu à 24 une valeur, par contre, qui est plus élevée que le Québec. Notre province, en fait, est à 21 le niveau élevé d'efficacité globale est plus présent là, chez nos jeunes garçons que chez nos jeunes filles. Donc, on voit que le niveau faible, plus présent chez nos jeunes filles. Niveau élevé, plus présent chez nos jeunes garçons. Prochaine compétence personnelle qui a été questionnée auprès de nos adolescents, donc leur niveau de relation interpersonnelle. Donc, qu'est-ce qu'on allait observer dans cet indicateur-là? C'est si les jeunes avaient la difficulté à se faire des amis, s'ils étaient à l'aise lors d'activités de groupe avec d'autres jeunes, puis s'ils s'entendaient bien avec les jeunes de leur âge. Donc, ça nous permettait après ça de combiner les résultats et de les catégoriser dans le niveau faible, moyen ou élevé. Ce qu'on observe au niveau de cet indicateur-là, c'est qu'on a une augmentation depuis la dernière enquête de nos jeunes qui se catégorisent dans le niveau faible. Donc, on était à 3,8 on se situe à un 7 là, pour l'édition 2022-2023. Et encore une fois, on voit le même pattern qui s'installe. Le niveau faible est plus présent chez nos jeunes filles. Quand on observe, quand on regarde nos jeunes qui se catégorisent au niveau moyen, on voit une augmentation depuis la dernière enquête. Donc, on était à 29 en 2016-2017. On se situe maintenant à 35 une valeur qui est comparable avec la province. Et encore une fois, quand on regarde le niveau moyen, c'est plus présent chez nos jeunes garçons, donc faible, plus présent chez nos jeunes filles, moyen, plus présent chez nos jeunes garçons.
Et le niveau élevé, encore une fois, plus présent chez nos jeunes garçons. Donc, quand on regarde les données, on voit une diminution de nos jeunes qui sont dans la catégorie élevée. On était à 68 en 2016-2017. On se situe maintenant à 58 pour l'édition 2022-2023, une donnée qui est comparable pour le Québec. Si on regarde la distinction de genre que je vous ai mis sur la diapositive, pour le niveau élevé, c'est 65 de nos jeunes garçons versus un 49 pour nos jeunes filles. Au niveau de l'échelle de santé mentale, hein, vous vous souvenez le double continuum que je vous ai présenté, donc le niveau florissant modéré qui était au milieu et le niveau languissant. Encore une fois, là, c'était plusieurs là, énoncés qu'on proposait aux jeunes, puis le jeune devait associer si ça représentait sa réalité. Notamment, est-ce que les gens sont fondamentalement bons? Le fonctionnement de la société a du sens pour toi? Euh, Est-ce que tu es bon pour gérer les responsabilités de ton quotidien? Est-ce que tu as des relations chaleureuses fondées sur la confiance? Donc, il y a une panoplie, je vous en énumère quelques-unes, là, mais il y en a plus que ça qui ont été questionnées pour développer cet indicateur. Ce qu'on observe, c'est une diminution de nos jeunes qui sont dans la catégorie florissante. On était situé à 48 en 2016-2017. On est situé à 41 en 2022-2023. Une donnée, par exemple, qui est au-dessus de la donnée provinciale qui est située à 37 On a une distinction de genre pour cette catégorie-là. Donc, on observe là, que c'est plus présent chez nos jeunes garçons. Donc, c'est 47 de nos jeunes garçons qui ont une santé mentale florissante versus un 34 de nos jeunes filles. Pour la catégorie modérée, on observe une augmentation depuis la dernière enquête. Donc, on était à 46 en 2016-2017. On est rendu à 50 en 2022-2023, une donnée qui est comparable au Québec et c'est une réalité qui est plus présente chez nos jeunes filles. Pour la santé mentale languissante, on observe aussi une augmentation depuis la dernière enquête. C'est ce qu'on surveille. Hein. Dans le fond, nos jeunes vont moins bien. On a une augmentation de nos jeunes qui vont moins bien. On était situé à 6 en 2016-2017. On se situe à 10 pour l'édition 2022-2023. Quand on se compare au Québec, par contre, c'est une donnée qui est sous la valeur provinciale située à 12 Quand on fait la distinction de genre, on voit que c'est une réalité qui est plus présente chez nos jeunes filles. Donc, nos jeunes filles ont davantage là, une santé mentale languissante, donc à 12 versus un 8 chez nos jeunes garçons. On a aussi été questionner les jeunes au niveau du niveau de sévérité des symptômes d'anxiété. Donc, on demandait au cours des 14 derniers jours à quelle fréquence as-tu été dérangé par les problèmes suivants. Donc, on leur a proposé là, une panoplie de symptômes d'anxiété, puis c'est ce qui nous permettait là, de venir les catégoriser au niveau de leur niveau de sévérité. Notamment, on questionnait la capacité l'incapacité à arrêter de s'inquiéter, à contrôler ses inquiétudes, les difficultés à se détendre, l'impression d'être facilement contrarié ou irritable, la peur que quelque chose d'épouvantable pouvait arriver. Donc, avec la combinaison des réponses des jeunes, on pouvait là, les catégoriser avec le niveau de sévérité des symptômes. Donc, nos jeunes qui n'ont aucun symptôme d'anxiété, c'est environ 45 de nos jeunes, une donnée qui est supérieure au Québec. Donc, le Québec se situe à 41 Pour les jeunes qui sont dans une anxiété qui est légère, on est dans des valeurs qui sont similaires au Québec avec un 24 Pour les jeunes qui sont dans une anxiété modérée, on est à 16 une valeur qui est comparable à la province. Pour les jeunes qui se situent avec une anxiété sévère, donc on est à 15 une valeur qui est inférieure là, à la province située à 18 Et pour les jeunes qui sont dans des symptômes d'anxiété généralisée, donc dans toutes les sphères de leur vie, on est à 31 une valeur qui est sous la valeur du Québec, qui est située à 34 C'est pas parce qu'on est sous le Québec, par contre, que c'est pas des données qui sont inquiétantes. L'anxiété est très présente chez nos jeunes. On a fait le choix de ne pas présenter les diagnostics d'anxiété, mais on voit que nos jeunes qui sont diagnostiqués avec un trouble d'anxiété est aussi très présent et en augmentation depuis la dernière enquête. Quand on regarde les distinctions par genre au niveau des symptômes d'anxiété généralisée, encore une fois, on voit que c'est plus présent.
chez nos jeunes filles. Donc, ça représente, c'est une réalité là, de 47 de nos jeunes filles versus un 16 de nos jeunes garçons. Vous voyez qu'il n'y a pas de comparaison depuis l'enquête 2016-2017, non pas parce que l'anxiété n'a pas changé là, dans les dernières années, mais bien parce que c'est un nouvel indicateur, donc il n'y a pas de comparaison là, qui peut être établie. Ensuite, la répartition de nos élèves selon l'indice de détresse psychologique. Encore une fois, on proposait 14 énoncés là, à nos jeunes pour savoir, là, pour pouvoir les catégoriser après ça en faible, moyen ou élevé. Notamment, on allait questionner s'ils se sentaient nerveux, s'ils se sentaient stressés ou sous pression, s'il y avait des peurs, s'ils se sentaient seuls, s'ils étaient découragés. Donc, il y avait une multitude là, d'éléments qui étaient évalués pour développer cet indicateur-là. Ce qu'on observe au niveau de la détresse psychologique, donc le pourcentage de nos jeunes qui se catégorisent dans le faible, la catégorie faible a diminué depuis la dernière enquête. Donc en 2016-2017, on était situé à 16 Là, on est rendu à 14 de nos jeunes qui sont en niveau faible de détresse psychologique. C'est une réalité qui est plus présente chez nos jeunes garçons. Ensuite de ça, pour nos jeunes qui sont dans la catégorie moyenne, on observe aussi une diminution depuis la dernière enquête. Donc, on était situé à 54 on est situé à 49 en 2022-2023. Encore une fois, c'est une réalité qui est plus présente chez nos jeunes garçons. Et pour le niveau élevé de détresse psychologique, donc on est en augmentation depuis la dernière enquête. On était à 29 en 2016-2017. On est situé maintenant à 37 pour la Mauricie, centre du Québec. On est sous le Québec qui est situé à 41 mais on s'entend que c'est une donnée qui est non négligeable. On était déjà préoccupé par le niveau, le 29 en 2016-2017 et ça continue de progresser. Donc, nos jeunes sont plus en détresse psychologique qu'en 2016-2017. Et encore une fois, on a une distinction de genre pour le niveau élevé de détresse psychologique. Ce qu'on observe, c'est que c'est une réalité qui est plus présente chez nos jeunes filles. Donc, c'est plus de la moitié de nos jeunes filles, 53 de nos jeunes filles qui sont situées en niveau élevé de détresse psychologique versus un 23 chez nos jeunes garçons. On change de catégorie. Maintenant, on s'en va dans la violence. Donc, on questionnait les jeunes. Il y avait une première question là, qui demandait aux jeunes s'ils avaient été là, victimes de violence à l'école, sur le chemin de l'école ou de cyber-intimidation. Et ensuite de ça, associé à cette réponse, on allait explorer leur expérience de violence. Donc, ceux qui n'ont aucune expérience de violence, ceux qui ont été auteurs de violence auteurs seulement, pardon, ceux qui ont été victimes seulement et ceux qui ont été à la fois auteurs et victimes de violence. Donc, ce qu'on observe, en fait, pour les jeunes qui n'ont eu aucune expérience de violence, ça représente là, 28 de nos jeunes, une valeur qui est supérieure à la province située à 24 Donc, ça, on est content. Pour les jeunes qui n'ont aucune expérience de violence, c'est une réalité qui est plus présente chez nos jeunes garçons que chez nos jeunes filles. Pour les jeunes qui ont été victimes d'intimidation sans être auteurs de violence par la suite, c'est une réalité de 8 de nos jeunes, une valeur qui est comparable au Québec. Quand on regarde la distinction par genre, on voit que c'est plus présent chez nos jeunes garçons, donc 9 de nos garçons versus un 7 chez nos jeunes filles. Pour les jeunes qui ont déclaré avoir été victimes et avoir et auteurs aussi à la fois, donc on voit que ça représente la réalité de 28 de nos jeunes, une réalité qui est différente du Québec, donc on se situe sous la valeur provinciale qui est située à 33 pardon. Et pour les jeunes qui ont été auteurs de violences sans être victimes par la suite, donc, c'est une réalité de 36 de nos jeunes, une donnée qui est comparable à la province. Et quand on fait la distinction par genre, on voit que c'est une réalité qui est plus présente chez nos jeunes filles, avec 40 de nos jeunes filles versus un 33 chez nos jeunes garçons. Je nous amène maintenant sur la répartition des élèves selon le nombre de comportements d'agressivité. Puis là, on venait évaluer deux types d'agressivité, donc l'agressivité directe
et l'agressivité indirecte. Donc, pour bien comprendre cet indicateur-là, quand on parle d'agressivité directe, on parle de comportement en présence de la personne victime. Notamment, on demandait aux jeunes s'ils se battaient souvent, est-ce que quand ils étaient fâchés, est-ce qu'ils commençaient une bagarre, est-ce qu'ils menaçaient les autres, est-ce qu'ils pouvaient frapper, mordre, donner des coups de pied aux jeunes de leur âge. Donc, au niveau de l'agressivité directe, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a 67 de nos jeunes qui ont manifesté aucun comportement d'agressivité directe, une valeur qui est supérieure à la donnée provinciale qui est située à 63 et nos jeunes filles se distinguent, donc c'est plus présent chez nos jeunes filles que chez nos jeunes garçons. Pour un comportement d'agressivité directe au cours de leur vie. Donc, c'est 16 on était à 16 en 2016-2017. On est situé à 18 à l'édition 2022-2023. Et pour les jeunes qui ont eu 2 comportements ou plus d'agressivité directe, on est situé à 15 une valeur qui est sous la donnée provinciale qui est de 19 Quand on regarde là, la distinction de genre, on voit que les 2 comportements ou plus d'agressivité directe, ben, c'est plus présent chez nos jeunes garçons. Donc, ça représente 20 de nos jeunes garçons versus un 10 de nos jeunes filles. Ensuite, on a questionné les jeunes sur l'agressivité indirecte. Donc, quand on parle d'agressivité directe, on parle d'agressivité en l'absence de la personne victime, notamment, on demandait aux jeunes s'ils essayaient d'amener les autres à détester une personne quand ils étaient fâchés, s'ils devenaient amis avec quelqu'un d'autre pour se venger d'une personne, qui disait des vilaines choses dans le dos de la personne victime. Si on disait à notre groupe d'amis, non, je veux pas telle personne dans notre groupe parce que je suis fâchée contre elle. Donc, isoler quelqu'un par vengeance. Donc, ce qu'on observe au niveau de cet indicateur, c'est que pour ceux que ça ne représente pas du tout leur réalité, on est en augmentation depuis la dernière enquête. On était situé à 36 en 2016-2017. On est rendu à 41 une valeur qui est comparable au Québec. Et quand on regarde la distinction de genre, on voit que c'est plus présent chez nos jeunes garçons, cette réalité. Pour le un comportement d'agressivité directe, on est à 27 une valeur qui est comparable au Québec et au cycle précédent. Et pour les jeunes qui ont manifesté 2 comportements ou plus d'agressivité indirecte, on voit qu'on est en diminution. Donc, on était à 36 en 2016-2017. On est rendu à 32 une valeur qui est comparable à la province pour l'édition 2022-2023. On a aussi une distinction de genre pour l'agressivité indirecte. Donc, on voit que l'agressivité indirecte est plus présente chez nos jeunes filles. Donc, ça, pour les 2 comportements et plus d'agressivité indirecte, ça représente la réalité de 37 de nos jeunes filles versus un 27 pour nos jeunes garçons. Maintenant, je vous amène dans le risque de décrochage scolaire. Donc, encore une fois, il y avait une multitude d'énoncés qui nous permettaient là, de catégoriser les jeunes dans la catégorie nul, faible, modéré ou dans un risque élevé de décrochage scolaire. Donc, on n'a pas de distinction depuis l'enquête 2016-2017 pour l'indice de décrochage scolaire. Ce qu'on observe pour la catégorie nul et faible, c'est que ça représente là, 23 on a 23 de nos adolescents qui se catégorisent dans cette catégorie. Quand on regarde la distinction de genre, on voit que c'est nos jeunes filles qui sont plus dans la catégorie nulle et faible pour un 29 versus un 19 chez nos jeunes garçons. Pour nos jeunes qui se situent dans la catégorie modérée, donc ça représente 57 de nos jeunes, une donnée qui est comparable au Québec. Et pour nos jeunes qui se situent dans la catégorie élevée, ça représente là, environ un 20 de nos jeunes, une donnée qui est aussi comparable au Québec. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la distinction de genre, on observe là, que c'est une réalité qui est plus présente chez nos jeunes garçons. Donc, nos jeunes garçons sont plus à risque de décrochage scolaire que nos jeunes filles. Donc, c'est un 22 de nos jeunes garçons versus un 16 je vous ai présenté en fait beaucoup d'éléments qui appartenaient aux jeunes, mais on s'intéresse aussi à son environnement parce que ça a aussi un impact sur le développement, la santé de nos jeunes. Donc, on est allé, on les sonde aussi sur leur perception de leur environnement. Une première élément qu'on a questionné aux jeunes, c'est
leur sentiment de soutien dans leur environnement familial. Donc, notamment, on demandait aux jeunes si chez lui, il y avait un parent qui s'intéressait à ses travaux scolaires, s'il parlait avec lui de ses problèmes. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de distinction depuis 2016-2017. Donc, on se maintient en fait avec un 75% de nos jeunes qui sont catégorisés dans le niveau élevé de soutien social dans l'environnement familial, une donnée qui est similaire à notre province. Quand on fait la distinction par genre, on voit que c'est plus présent chez nos jeunes garçons avec un 77% versus un 73% chez nos jeunes filles. On est aussi allé questionner le sentiment de soutien de l'environnement scolaire. On demandait aux jeunes notamment, à mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte qui se préoccupe vraiment de moi, qui me dit que je fais un bon travail, qui s'inquiète lorsque je suis absent. Donc, ce qu'on observe, c'est une diminution depuis la dernière enquête du niveau élevé chez nos jeunes. Donc, on était situé à 36%. On est situé à 31% pour l'édition 2022-2023. Une donnée qui est, par contre, plus élevée que notre valeur provinciale située à 28%. Pour le sentiment de soutien social élevé dans l'environnement scolaire, on n'a aucune distinction là, entre nos garçons et nos jeunes filles. On a aussi été questionner nos jeunes sur le soutien social de leur environnement communautaire. Pour bâtir cet indicateur-là, on demandait à l'extérieur de chez moi et de mon école, est-ce qu'il y a un autre adulte qui se préoccupe de moi, qui me dit que je fais un bon travail, qui croit que je vais réussir? Donc, ça inclut là, les organismes communautaires, ça inclut les partenaires de la communauté, des voisins, voisines. Donc, vraiment tout ce qui est à l'extérieur de l'école puis de la résidence familiale. Ce qu'on observe pour cet indicateur-là, donc on observe une diminution depuis la dernière enquête. On était situé à 54% en 2016-2017 et pour l'enquête 2022-2023, on se situe à 49%, une valeur qui est supérieure par contre à la province qui est à 45%. Pour le soutien élevé dans l'environnement communautaire, on n'a pas de distinction entre nos jeunes garçons et nos jeunes filles. On a aussi questionné les jeunes sur leur participation dans leur communauté. Ce qu'on allait observer dans cet indicateur-là, c'est s'ils faisaient partie d'une équipe sportive, s'ils faisaient des activités familiales, musicales, artistiques, littéraires, s'ils aidaient d'autres personnes, donc tout l'engagement social dans sa communauté, le bénévolat qu'ils pouvaient faire. Ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une valeur qui est similaire à l'enquête 2016-2017 avec un 34%. Puis on voit aussi que c'est une valeur là, qui est comparable à la province. On a une distinction là, entre nos genres, donc c'est une réalité qui est plus présente chez nos jeunes filles, pardon, avec un 36% de nos jeunes filles qui disent avoir un niveau élevé de participation dans son environnement communautaire, mais sur un 33% chez nos jeunes garçons. La dernière catégorie que je vous présente, en fait, c'est notre travail. Notre travail, pas le mien. Le travail des jeunes adolescents de notre territoire. Donc, on est allé questionner les jeunes s'ils occupaient un emploi durant l'année scolaire. Puis, dans les types d'emplois qu'on leur proposait, c'était à la fois travailler sur la ferme familiale, dans un magasin, un restaurant, toute autre entreprise. Mais on incluait aussi les travails comme garder des enfants, tondre la pelouse, faire de l'aide aux devoirs qui nous amenaient une certaine rémunération. Donc, ce qu'on observe dans cet indicateur-là, c'est qu'on a 66% de nos jeunes qui ont occupé un emploi durant l'année scolaire, une donnée qui est nettement supérieure là, à la province qui est située à 51%. On n'a pas de distinction depuis l'enquête 2016-2017, donc notre proportion de jeunes qui occupent des emplois durant l'année scolaire est demeurée stable dans le temps. On a une distinction de genre, donc on voit que c'est une réalité qui est plus présente chez nos jeunes filles avec un 69% versus un 63% chez nos jeunes garçons. On a aussi questionné nos jeunes sur le nombre d'heures qu'ils travaillaient par semaine.
Donc, ce qu'on observe pour nos jeunes qui ont déclaré travailler moins de 6 heures par semaine, donc on est en diminution. On était à 51% de nos jeunes qui travaillaient moins de 6 heures. On est rendu à 32% de nos jeunes, une donnée qui est inférieure à la province qui est située à 38%. Nos jeunes filles là, se distinguent dans cette catégorie-là. Pour la catégorie de 6 à 10 heures, pardon, on voit une augmentation depuis la dernière enquête. On était situé à 21%. On se situe maintenant à 25% de nos jeunes qui travaillent de 6 à 10 heures. Une donnée qui est supérieure à la province. Donc, au Québec, ça représente la réalité de 23% des jeunes. Encore une fois, on a une distinction de genre, donc c'est une réalité plus présente chez nos jeunes filles. Pour nos jeunes qui sont dans la tranche entre 11 et 15 heures par semaine de travail, donc on voit une augmentation. Donc, on était situé à 15% en 2016-2017, on se situe à 25%, une donnée qui est supérieure à la province qui est située à 24%, à 20%, pardon. Dans la catégorie 16 à 20 heures, on voit encore une augmentation depuis la dernière enquête. Donc, on était situé à 10%, on est rendu à 12%. Pour l'édition 2022-2023 et on observe aussi une augmentation pour nos jeunes qui travaillent 21 heures et plus. Donc, on était situé à 5%, on est rendu à 6,8%, une valeur qui est supérieure au Québec et on a une distinction de genre pour cette catégorie-là. Donc, c'est une réalité qui est plus présente chez nos jeunes garçons que chez nos jeunes filles. Donc, on voit une diminution de nos jeunes qui travaillent là, moins de 6 heures puis une augmentation là, de toutes les autres là, tranches catégorie d'heures. Là. Donc, en Mauricie, centre du Québec, au centre du Québec aussi, on a des jeunes qui travaillent beaucoup. On a questionné les jeunes sur leurs blessures à l'emploi et sur s'ils avaient reçu là, les consignes de sécurité et s'ils avaient été formés là, pour la sécurité. Donc, pour les jeunes qui ont mentionné être blessés au travail, donc on voit une augmentation depuis la dernière enquête. On était situé à 22%. C'est une réalité maintenant de 29% de nos jeunes. Et les blessures au travail sont plus présentes chez nos jeunes garçons que chez nos jeunes filles. Pour les jeunes qui ont déclaré avoir reçu les consignes de sécurité ou une formation sur la sécurité, 72% de nos jeunes le déclarent avoir reçu les consignes ou une formation, une donnée qui est comparable en fait au restant du Québec. C'est ce qui complète la présentation des résultats qu'on voulait faire avec vous. Vous allez recevoir la présentation là, suite au webinaire. Vous pouvez aussi avoir accès là, au rapport de la Mauricie Centre du Québec. Donc, vous allez pouvoir cliquer directement là, ici sur le lien bleu. Là, ça va vous amener au rapport complet. Donc, tous les indicateurs qu'on n'a pas vus ou si vous voulez avoir la précision sur les indicateurs, ils sont accessibles sur le site là, du CIUS. Je vous ai mis aussi l'offre de présentation. Donc, si dans votre organisation, vous souhaitez avoir des présentations, soit ciblées d'un certain indicateur ou soit d'avoir un portrait global comme on vient de faire, n'hésitez pas à nous contacter là, sur le 04 conseiller PP. Ça va nous faire plaisir de venir vous présenter ces résultats-là ou forer là, certaines thématiques de santé avec vous pour vous alimenter.